parcours, pour le résumer en quelques phrases, ce serait j'ai toujours été inspirée, j'ai toujours été inspirée à apprendre à partir du moment où ça m'intéressait. Alors, tu vois, pendant mes études, j'ai fait différentes études pour arriver à quelque chose qui m'inspirait vraiment. J'ai commencé dans le monde de l'entreprise très vite. Je fais des études en finance, je suis partie en Angleterre. Et très vite, je suis rentrée dans le monde de l'entreprise avec oui, l'envie d'apporter quelque chose de ma pierre à l'édifice dans les relations humaines. Parce que ce qui me passionnait toujours, même si je venais du monde de la finance, mes études sont faites en finance, ce qui m'intéressait, c'est vraiment de comprendre les comportements humains pour arriver à amener un bateau ensemble, dans une aventure commune ensemble, vers un objectif commun. Donc voilà, j'ai fait différents métiers autour de la finance, autour de la direction d'entreprise, à travers des métiers différents comme la communication, comme la pub, aussi bien puis après très vite vers le domaine des nouvelles technologies. Et ça m'a énormément plu, ça m'a énormément apporté aussi. Mais pour faire le lien tout de suite avec effectivement ce sujet qui m'est cher, qui est l'intuition, c'est que tout au long de ces études rationnelles, finalement, ce qui m'a toujours drivé dans la vie, ce qui m'a toujours conduit et qui m'a permis de suivre mes objectifs, c'est quand même de me connecter à cette intuition, à ce qui avait du sens pour moi, et au-delà de ce qui avait du sens, de connecter en moi, bien plus que les probabilités qu'on nous apprend, surtout en finance, mais plutôt de se dire, ben voilà, tiens, une fois que j'ai posé les probabilités et que en entreprise, je dirigeais des boîtes et en entreprise, tu sais, tu as des probabilités d'aller vers le chemin B, on te l'apprend à l'école, on t'explique. C'est bon? Ouais, ça a coupé. On t'explique donc, oui, à travers les études, à travers ce que tu as pu faire, qu'il y a toujours des probabilités de succès à travers le chemin A ou le chemin B. Et donc, moi, j'ai passé ma vie à calculer, à faire des tableaux Excel, etc. Mais quand j'arrive à un résultat qui est, on a 80% de chances de prendre cette direction, de réussir dans cette direction et puis 20% là, je me suis toujours posée en me disant, mais est-ce que c'est réellement ce que je ressens? Et bien souvent, je me suis rendu compte que les statistiques n'étaient pas alignées avec ce que je ressentais comme chemin à prendre. Alors vient évidemment le problème ultime de la responsabilité lié à ça, parce que tu peux toujours te cacher derrière un tas de choses quand ton père t'a dit de faire ci ou ta mère t'a dit de faire ça, ou les probabilités t'ont dit de suivre tel chemin. Mais quand tu vas vers un autre chemin, un chemin qui n'est pas de la responsabilité des autres, mais plutôt de ta responsabilité à toi, évidemment, se pose un gros problème derrière de peur, parce que si tu échoues, tu n'as plus personne à qui incriminer. Et c'est pour ça que l'intuition, pour moi, ça a toujours été un long parcours de compréhension. Parce que l'intuition, elle a évidemment on la suit pour trois grandes raisons. La première, c'est qu'elle est extrêmement rapide. Déjà, quand on dit intuition, on se rend compte que l'intuition, pour beaucoup, quand tu parles d'intuition avec les gens, ça, attends, ça c'est pour les femmes, ou les gens perchés, ou les gens qui sont d'un autre monde, quoi, si tu veux. Alors qu'en fait, quand tu poses la question, je le fais très souvent en conférence, de poser la question de savoir qui a déjà eu de l'intuition, même s'ils ne l'ont pas écouté, tu t'aperçois que 100% des gens lèvent la main. Parce que tout le monde a l'intuition. Et on peut tous se dire, hommes comme femmes, enfants comme adultes, comme personnes plus âgées, tout le monde peut se dire, oui, j'ai déjà eu de l'intuition. Je ne l'ai pas toujours écouté, mais j'ai déjà eu de l'intuition. Et bien souvent, d'ailleurs, je ne l'écoute pas et je me dis, quel imbécile, j'aurais mieux fait de l'écouter. Et en fait, bien souvent, on ne l'écoute pas pour trois raisons principales, alors qu'on en a tous, et on en a tous d'ailleurs milliers de fois par jour. Notre vie est une succession d'intuitions, sauf qu'on les met complètement de côté. Alors, pourquoi on ne les écoute pas? Pour trois raisons. La première, c'est qu'elle est extrêmement rapide. L'intuition est extrêmement rapide. Et je cite souvent d'ailleurs en conférence cette phrase d'Anne Baratin qui dit que l'intuition, c'est un éclair que Dieu nous prête. Et ça, je trouve ça magnifique parce que c'est exactement ça. C'est hop, quelque chose qui nous est prêté, quelque chose qui nous est envoyé, une fraction de seconde, tu la chopes ou tu la chopes pas. Donc, on ne l'écoute pas parce qu'elle est extrêmement rapide et on se dit, oh, ça a une vue de l'esprit, ça, c'est passer à autre chose. La deuxième raison pour laquelle on n'écoute pas notre intuition, c'est que bien souvent, elle est irrationnelle. Et on n'aime pas ce qui est irrationnel. On a besoin de comprendre, on a besoin de savoir, et le cerveau, l'ego, n'aime pas ce qui est irrationnel. C'est par A plus B, on le démontre, donc on peut le suivre. À partir du moment où on ne peut pas le mesurer, naturellement, on n'aime pas ça. Et puis la troisième raison, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure, c'est la responsabilité qui est liée à ça.
Parce que dès qu'on va suivre notre intuition, on est seul responsable de ce qui va se passer. On ne peut plus incriminer son père, sa mère, ses enfants, le patron, les probabilités, tout ce qu'on a évoqué juste avant. Or, on ne peut pas suivre notre vie, on ne peut pas suivre ce qui a du sens pour nous si on ne se connecte pas à nous. Et l'intuition, c'est une des dimensions qui, la science s'y intéresse de très près aujourd'hui, parce qu'avant, on ne pouvait pas l'expliquer. Maintenant, on l'explique de plus en plus, grâce à la physique quantique, grâce à un tas de mesures même aujourd'hui qu'on arrive à suivre, qui étaient impossibles avant. Et on se rend compte que sans cette dimension-là, parce que c'est une nouvelle dimension, ce n'est pas de la 3D, ce n'est pas ce qu'on connaît en 3D, mais sans cette dimension-là, on ne peut pas suivre notre chemin. Et ton chemin est différent du mien. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des choses communes, qu'il y a des passions communes, qu'on ne peut pas avoir ces échanges, évidemment. Mais ton chemin est différent du mien. Et tout ce que je vais connecter dans mes intuitions n'est pas forcément sur la même façon sur ton chemin. Et cette responsabilité, quand on comprend qu'on devient, on vient sur son chemin et qu'on peut être heureux sur son chemin, à partir du moment où on le comprend, dans cette responsabilisation, alors notre vie change. Mais change à 180 degrés. C'est-à-dire que d'un coup, on n'est plus conditionné par tout ce qu'on a été depuis qu'on est enfant, avec notre culture, notre éducation, les peurs, les croyances de nos parents, qui deviennent aussi en partie les nôtres. À partir du moment où on se détache petit à petit et qu'on se connecte à soi, alors on lâche un contrôle qui nous permet, dans ce lâcher-prise, d'aller ouvrir quelque chose en nous où tout devient possible, puisque l'intuition nous amène des choses complètement différentes. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que je pense qu'effectivement, depuis le début de ma carrière, je n'ai suivi que ça. Donc, j'ai fait différents métiers, j'ai appris différents métiers, ce qui m'a fait souvent repartir à zéro d'ailleurs. Je passais d'une boîte à une autre. Mon but, c'était j'aimais faire la stratégie d'entreprise, créer des relations humaines, faire en sorte que ces bateaux en entreprise puissent amener à bon port grâce aux relations humaines. Jusqu'au moment où, à un moment, ça ne m'a plus tellement amusé et donc j'ai eu envie d'autre chose. Et quand j'ai vendu ma dernière boîte à un géant du logiciel en 2010, je me suis retrouvée un peu suspendue dans l'air, à pas savoir quoi faire. Et ma demande, c'était, voilà, je ne sais pas quoi faire. Donc, si tu as une idée, toi là-haut, n'hésite pas, je suis prête. Et je suis partie au Népal. Donc, ça veut dire que tu avais déjà cette connexion à l'époque à l'univers, à quelque chose de plus grand. Alors oui, et je vais l'appeler quelque chose de plus grand parce que je n'ai pas été élevée dans la religion. Mon père, mes grands-parents paternels étaient juifs et avec toute une culture juive, et ma mère catholique, et il n'y avait pas de religion. Les deux familles étaient d'accord pour ce mariage s'il n'y avait pas de religion pour les enfants. Donc nous étions les enfants et confrères. Nous n'avons pas eu de religion, donc on a été élevés avec les croyances de nos parents, etc., mais sans religion. Et donc je ne pouvais pas associer ça à un dieu ou quelque chose, mais dès mon plus jeune âge, il était évident pour moi qu'il y avait quelque chose de plus grand au-delà de moi. Donc tout ce que j'ai fait dans la vie, je l'ai fait en relation directe avec quelque chose de plus grand. Et peu importe comment ça s'appelle cette chose de plus grand, moi j'appelle ça l'univers. La vie, la conscience. Tous les dieux me vont, tous les endroits me vont. Moi j'appelle ça l'univers, et effectivement, j'ai le sentiment que tout se fait à travers quelque chose de plus grand et en plus à travers une unité globale et plutôt une grande vibration générale plutôt que des individus séparés. Ce qui fait que quand tu as accès à cet espace où tout est possible, tout devient possible. Et donc, suspendu un peu dans ce temps, après, je voyageais beaucoup, parce que c'est aussi une passion pour moi de rencontrer des peuples différents, des façons de vivre différentes, ce qui m'a aussi permis d'amener ça en entreprise et de se rendre compte qu'on pouvait vivre différemment et pas uniquement par la caméra de ce qui nous avait été enseigné à l'école ou dans notre culture en Europe, etc. Et donc voilà, à travers ce parcours, je me suis retrouvée à un moment un peu suspendue, à deux doigts d'un burn-out par la passion, parce que un peu dans un chemin où tout va très vite. Et puis, je suis partie au Népal plusieurs semaines avec un guide, qui n'était pas un guide touristique, mais plutôt un guide qui m'a permis d'aller dans l'Himalaya, dans des endroits un peu perdus. Et je lui avais simplement demandé de monter une équipe, parce que j'étais incapable de porter les sacs, etc. Et on est parti avec des Sherpa et ce guide, et je lui ai expliqué mon parcours, et j'avais juste envie d'apprendre à vivre l'instant présent et non pas de vivre avec 20 coups d'avance comme on me l'avait enseigné
pendant tout ce parcours professionnel. Donc, à l'âge de 39 ans, je prenais ma retraite, entre guillemets, puisque j'avais décidé vraiment d'arrêter ça. Et je suis partie au Népal. Et c'est après que je me suis rendu compte que voilà, je n'allais pas m'arrêter toute activité, mais plutôt, je ne savais pas ce qui vraiment faisait sens dans ma vie ou ce que j'avais envie de faire. Et j'ai eu besoin de ce temps de maturation, ce temps de pause. Et voilà, à un moment, je me suis dit, ben, j'ai pas d'idée, donc je suis prête à offrir qui je suis. Ce que je veux, c'est au contraire essayer d'enlever tous les costumes que je me suis mis depuis des années et plutôt d'être à cœur ouvert et de partager qui je suis. Mais j'ai pas trop d'idées de comment le faire. L'entreprise, pas forcément envie d'y retourner tout de suite ou de cette façon-là. Et puis l'intuition est venue d'écrire un livre. Et comment c'est venu ce moment-là? Mais alors, je méditais Pareil, beaucoup. ouais. Non, je méditais beaucoup. Alors, pour moi, la méditation, c'est peut-être pas comme tout le monde. C'est-à-dire que pour moi, j'ai compris que c'était vital pour moi à partir du moment où j'ai lu un livre de Fabrice Midal qui disait la méditation, c'est le moment où on se fout la paix. Plutôt que d'être la femme de, la fille de, le machin. Là, on se fout la paix, on laisse émerger le silence. Et je me suis dit, bah, finalement, ça va me plaire, ça, la méditation, de me foutre la paix, 5 minutes, de ne pas avoir à penser, de ne pas avoir à être pour les autres, de ne pas à être dans un rôle de femme de, fille de, ou je ne sais pas, se foutre la paix. J'ai commencé comme ça la méditation. Ce qui, vite fait, a permis de descendre les pensées, parce que je suis quelqu'un de très cérébral, de descendre les pensées. Et puis alors que je me posais la question, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant que, bon, bah ça va, je vis bien, etc. Mais qu'est-ce qui vraiment résonne pour moi? J'ai envie d'offrir qui je suis, j'ai envie de partager ce que j'ai compris, mais je n'ai pas d'idée de comment je pourrais faire ça. Et m'est venue à ce moment l'intuition. Alors, comment ça vient l'intuition? Comme j'expliquais, c'est extrêmement rapide, extrêmement… ça te traverse, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai réfuté tout de suite. Écrire un livre, tu plaisantes. Moi, je ne suis pas une littéraire, je n'ai écrit ça de ma vie. Mes notes en français devaient plafonner à une moyenne de 10-11 quand j'étais plus jeune. Hors de question d'écrire un livre, tu vois. Ça vient de, non, donne-moi une autre idée, quoi, parce que là, on n'est pas au bon endroit, tu vois. Et très vite, j'ai refusé ça. Enfin, je me suis dit, non, mauvais. Sauf qu'après, tu sais, c'est ça qui est fou dans la vie. C'est ça, c'est mauvaise idée. C'était trompé de personne. Et je sais pas, ça fait ça à beaucoup de gens. Enfin, en tout cas, tu me diras pour toi, mais quand tu as un truc qui est arrivé comme ça, bah, tu t'aperçois que tous les signes se mènent dans la même direction. Et je sais pas, 2 jours après, je parlais avec des amis à table, ils disaient, mais tu sais, toi, tu devrais écrire un livre avec tout ce que tu nous dis, ça nous aide vachement. Tu vois, donc, premier signe. Puis 1 fois, puis 2 fois, et puis hop, un tel m'appelle pour me mettre dans un projet en disant, voilà, je suis en train d'écrire un livre, j'aimerais vraiment que tu témoignes du truc. Et je me dis, c'est pas possible, quoi. Et puis, plus je lâchais plus je réfutais cette idée et plus les signes revenaient. Et puis jusqu'au moment où tu te dis, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. J'ai absolument aucune idée de ce que je vais pouvoir écrire, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Et donc à ce moment-là, il y a un truc en toi qui dit, c'est ça, en fait, comme une certitude intérieure. Tu sais pas comment, mais tu sais que c'est ça, quoi. Tu sais que c'est ça. Et comment tu le sais? Ton corps le sait. C'est-à-dire que tu te mets à vibrer, tu es dans une joie profonde, tu t'imagines, tu vois, en disant, mais attends, si je le faisais, ce serait juste génial. Et en fait, je me suis dit, mes amis, mes neveux qui m'en parlaient en disant, mais tu sais, Maud, franchement, faut vraiment, ça nous aiderait tellement que tu mettes ça, tout ce que tu nous dis, ça nous… Et je me suis dit, je vais écrire un livre pour mes amis. Je vais écrire un livre à cœur ouvert parce que bien souvent, ils me demandent, mais comment je fais pour réussir dans la vie, dans mon travail Et bien, je me suis dit, je vais écrire un roman pour mes amis. Donc, il n'y avait pas d'enjeu pour moi parce que je m'étais vraiment prise cette période de break, et je me suis mise à écrire comme ça sans en parler à personne parce que je me dis, si j'en parle, c'est mort. Et on me dit, alors où est-ce que tu en es de ton livre? Ça va me casser complètement mon truc, tu vois. Et je l'ai écrit, et puis j'ai réuni tous les amis à la maison. Alors, j'ai pas 100 amis, mais j'ai réuni une centaine de personnes qui m'ont aidée dans la vie, qui ont fait partie de ce parcours. Et j'ai fait imprimer un livre. Je voulais aller au début chez Copytop, puis j'ai fait imprimer un livre et je suis allée chez un imprimeur. Je dis, quitte à faire un cadeau, autant que ce soit un vrai livre. Et donc ça a duré, quand même, la petite histoire a duré pendant 1 an et demi, quand même, avec des moments de procrastination. Ça s'est pas fait comme ça. Ça a été difficile, ça a été… Mais je savais… un roman plus que des conseils pourquoi l'idée du roman? Alors déjà, je voulais pas de conseils parce que je serais bien passée pour donner des conseils. J'avais juste envie de partager des choses qui m'étaient chères et qui m'avaient servi. Et je trouvais qu'à travers un roman, à travers des personnages,
il n'était pas question de conseil. La protagoniste vivait quelque chose, donc c'est kilomètre zéro dont on parle. La protagoniste vivait quelque chose, donc c'est l'histoire d'une femme qui part par l'intermédiaire d'une amie dans l'Himalaya pour aller lui chercher quelque chose qui pourrait la guérir. Et elle part et elle n'a pas du tout envie de partir là-bas et elle va faire tout un chemin initiatique avec un guide justement. Donc c'est très inspiré évidemment de ma vie. Bien au-delà de ce voyage au Népal, c'est 25 ans de recherche, 25 ans de développement personnel, 25 ans de rencontres à travers des peuples différents que j'avais envie d'insérer dans ces clés pour mes amis. Donc le décor, c'est l'Himalaya et le Népal. Mais je m'étais dit, voilà, mes amis me connaissent bien, pas ces 100 personnes, mais beaucoup me connaissent à travers différentes choses, soit l'entreprise, soit personnellement, etc. Et finalement, l'addition des personnages, c'est quand même moi en totalité, si tu veux. Donc, je suis partie avec cette idée-là, ça a été difficile. Il y a des moments où j'ai renoncé, des moments où je repartais, des moments… Et au bout d'un an et demi, je les ai réunis et je leur ai offert les 100 copies que j'avais tirées chez un imprimeur. Et je leur ai dit, voilà, j'ai écrit un livre, vous me demandez souvent comment je fais, etc. Ben voilà, je vous offre ce roman et c'est moi qui l'écris. Et on a fait la fête. Et pour moi, l'aventure s'arrêtait là. Sauf qu'au bout d'une semaine, 15 jours, 3 semaines, les uns les autres ont commencé à m'appeler. Et à ce moment-là, ils m'ont dit, mais écoute, ton livre, on va absolument l'offrir, on va absolument pouvoir le partager. On a adoré, etc. Et je dis, bah, écoutez, partagez-le. Moi, j'ai que ces 100 copies, j'en ai pas d'autres. Et voilà, je voulais juste vous offrir ça et ça s'arrête. Il dit, non, mais il faut absolument que t'en tires d'autres. Donc, après, encore une fois, je suis assez courte, mais voilà, après m'avoir forcé un peu, j'en ai tiré 500 qui sont partis dans la semaine, puis 1000, puis 5000, puis 10 000. Wow. Et là, les éditeurs ont commencé à s'affoler en disant, mais il se passe un truc avec votre livre, on veut vous rencontrer. Et on en est à 300 000 copies aujourd'hui, 1 an et demi après, mais c'est au-delà de moi. Tout ça pour dire que l'aventure a commencé comme ça, mais l'aventure a commencé à partir du moment où tu lâches quelque chose qui te semble impossible. Tu lâches quelque chose, tu sais, le problème qu'on a, c'est qu'on se met des croyances, on se met des limites, et tant qu'on est là-dedans, on ne peut jamais sortir de ce qu'on connaît. Pour moi, j'étais une scientifique, une personne dans la finance, machin, donc tous les métiers autour de ça, mon domaine, c'était d'exceller. Et c'est normal parce que voilà, j'ai fait les études en conséquence, etc. Et tout ce qui allait en dehors, ben non, je ne sais pas faire. Et dès que tu lâches ces croyances-là, en fait, tu as accès à cette zone où tout est possible. Et pour ça, il faut juste accepter que quand l'intuition vient, eh ben, essayons. Je ne dis pas que ce sera facile, je ne dis pas qu'il n'y aura pas des moments où ça va tomber, où on va tomber, on va se relever, etc. Mais si on ne lâche jamais le pourquoi on se lance et ce qui a du sens pour nous, alors tout devient possible. Ça demande beaucoup de travail, mais tout devient possible. C'est vraiment de choper, en tout cas, comme tu disais, cette pensée fugace avant que le mental reprenne le dessus en disant mais n'importe quoi, tu rêves en couleur, mais pour qui tu te prends. Et alors, je voudrais juste revenir sur un petit truc parce que quand tu dis c'est une pensée qui est fugace et en même temps le corps, je disais oui. Tu disais, et là, en fait, je me mets vraiment à la place des personnes qui écoutent et qui se disent ouais, mais moi, en fait, je ne sais pas comment distinguer une envie, une pensée comme ça et une intuition. Et tu disais, en tout cas, le corps le sait, on sent une joie profonde. Après, moi, je suis d'accord avec toi. Et en même temps, il y a des personnes qui ont tendance à vite s'enflammer en disant « Mais si, mon corps le sent, c'est ça que je dois faire !» Et puis, en fait, c'est pas du tout ça. Et en fait, on a tendance, parfois, il y a des personnes qui ont tendance justement à s'enflammer. Et en disant, bah si, en fait, ça correspond à tous les critères. Donc, c'était une pensée. Je me suis dit, mais oui, c'est ça. Et du coup, qui foncent dans une voie et en fait, ils se sont précipités. Du coup, j'imagine c'est subtil, mais toi, comment tu ferais la distinction du coup entre, je veux dire, une intuition profonde et puis… Et puis, ouais, le fait de s'enflammer ou au contraire de penser qu'on n'en est pas capable. En fait… tout nouveau projet demande énormément d'efforts, énormément de travail, énormément d'apprentissage, de remise en question, etc. Quand c'est une fausse bonne idée, très vite ça s'éteint. 1er janvier, je vais faire du sport, il faut que je me muscle, il faut que ceci, je m'inscris dans la salle de sport. C'est bon, j'ai le flash, c'est Zumba, quoi. C'est Zumba et je fais tous les cours de 9h à 18h et je suis à fond de cale, etc. Puis au bout de 15 jours, ça s'arrête. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que quand tu te lances dans quelque chose qui ne sont pas les bonnes raisons,
C'est-à-dire que si tu fais pour faire comme ton voisin d'à côté, parce que lui, il est super taillé, mais que ça n'a pas de sens pour toi, parce que c'était juste histoire de faire fondre le foie gras, le machin que tu as mangé à Noël, il y a un moment, c'est pas ton projet, c'est celui de ton voisin. Donc, le vrai sujet pour se lancer dans un domaine, c'est vraiment de répondre à la question du pourquoi. Pourquoi je veux faire ça? Pourquoi je veux écrire un livre? Pourquoi ça a du sens pour moi d'écrire un livre? Et face à cette montagne, moi, devant moi, j'étais plutôt dans les inverses qui non, c'est pas un bon projet, ça, c'est pas du tout une bonne intuition. Mais ça peut être dans l'autre sens, ah ouais, génial, hop, c'est ça que je veux faire et je m'enflamme. Ouais, tu t'aperçois que si tu n'es pas au bon endroit, très vite, tu vas t'en rendre compte parce que ça demande tellement d'efforts d'aller faire des choses nouvelles que de toute façon, si tu n'as pas une motivation profonde en toi, tu vas t'essouffler. Très vite, ça va s'essouffler. Donc, quand bien même tu ne saurais pas reconnaître dans la seconde, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'un état vibratoire qui est très particulier quand tu sens que tu es complètement aligné avec cette idée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de peur. Moi, j'ai eu 1000 peurs à traverser. Et ça dure. Et c'est 3 secondes après l'intuition. Hein. Oui. Ça commence par intuition, je vais écrire un livre. Waouh! Ouais, non, mais ça va pas être possible. Ah non, mais rappelle-toi tes notes en français, rappelle-toi de machin. Et puis, de toute façon, tu connais personne dans le domaine, etc. etc. Et tu ne sais pas écrire, tu connais pas les codes du roman. Donc, tu as 1000 freins qui arrivent en 3 secondes. Et ça, le cerveau est très, très fort pour t'expliquer que c'est impossible pour toi. Donc, face à cet élan-là, si quelqu'un s'enflamme en disant « Ouais, c'est génial, je me lance là-dedans, machin, tête baissée », il va voir que très vite, déjà, on ne peut rien faire tête baissée, surtout sur un nouveau projet. Et qu'il y a un moment où il va falloir que le pourquoi soit assez fort pour tenir. Parce que moi, ce qui m'a tenu pendant cette année et demie à procrastiner, à tomber, à entendre que de toute façon, on ne trouve pas un éditeur, etc., ce qui n'était pas mon projet, qu'est-ce qui se passe? À un moment, si tu n'as pas un pourquoi fort, et moi, le pourquoi, c'était si un mot, une phrase fait du bien à une personne, alors j'ai raison de me lancer. Et si tu n'as pas ce pourquoi fort, de faire du bien à quelqu'un, de partager quelque chose qui t'est cher, c'est mort. Au bout d'un mois, tu vas arrêter. Au bout de 2 mois, tu vas arrêter. Ou alors, tu te seras lancé tête baissée parce que tu étais à fond. Et puis, finalement, tu n'auras pas pris le temps d'étudier complètement les choses. Et puis tu iras au mur. Donc, tu vois, le vrai sujet, c'est de ressentir au plus profond pourquoi on le fait. Et quand on répond à ce pourquoi, généralement on a quand même une vraie vibration dans le corps et dans le cœur. En tout cas, moi, dans ce que tu décris, quand je le ramène à mon expérience, moi, des moments où j'ai eu des intuitions fortes, moi, c'était plutôt, comment je définirais mon expérience de l'intuition, c'est en effet une pensée qui me dit, tu dois le faire. Et par contre, je sais que mon mental ne comprend pas pourquoi je dois le faire, mais j'ai cette conviction profonde. En tout cas, moi, c'est toujours une voix. Moi, l'intuition, j'aime bien l'appeler le chuchotement de l'âme. Et ce truc qui te dit, tu dois le faire. N'essaye même pas de comprendre pourquoi, fais-le. En fait, moi, à chaque fois, c'est un truc qui me dit, fais-le. Et c'est 100% sûr. Voilà, tu comprendras plus tard pourquoi tu as pris cette décision. Et à chaque fois que j'ai pris des décisions qui étaient importantes pour moi, où mon mental flippait sa race en disant, mais qu'est-ce qu'elle nous fait là? Qu'est-ce qu'elle nous fait? Ça y est, elle a déconné. Et bien, en fait, plus ça se passe comme ça, et plus je sais que je dois le faire. Quand il y a mon mental qui dit, mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Et qu'il y a un truc en moi qui dit, en gros, presque à mon mental, ta gueule, on gère. Et t'inquiète, laisse faire, fais confiance. Et moi, en tout cas, je sais que j'ai pris des grandes décisions où, objectivement, je n'avais aucune raison de faire ça. Tout me disait, mais tu vas droit dans le mur. Et notamment quand j'ai quitté, moi, le salariat pour être dans l'entrepreneuriat, ça faisait des années que j'essayais et puis j'y arrivais pas. Tout le temps, les portes se fermaient. Et puis, c'était en vacances un jour au Mexique où là, j'ai eu, bref, comme tu dis, un truc de, ça y est, t'es prête, demande ta démission. Et ça dure. Il y a un truc en moi qui dit, c'est maintenant. Et de suite, comme tu dis, 3 secondes après, non, comment je vais faire? Trouver des clients, l'argent, enfin en tout cas concrètement ta sécurité. Et il y a toujours en arrière-plan une voix, quelque chose de très tranquille, de très serein qui dit ne t'inquiète pas, ça va le faire. Chose que, et ça on le sait qu'après l'expérience, mais toutes ces années où j'ai essayé, où finalement j'étais pas prête,
intérieurement, il y a quelque chose en profondeur qui n'était pas serein. Et là, je sentais, c'est très bizarre et c'est ce que tu décris aussi, je pense, c'est au fond, c'est joyeux, mais c'est surtout très serein. Et c'est en surface que ça s'agite en disant « Ah, ne le fais surtout pas ». Je crois que c'est ça. Et là où je rebondis sur ce que tu dis, c'est que on sait au fond de nous que si on ne le fait pas, il nous manquera toujours quelque chose. Moi je l'ai vu quand j'écrivais Kilomètre Zéro. À chaque fois, je me dis, si je renonce à ce projet, je serai malheureuse dans ma vie parce que c'est un projet qui a du sens et je veux pouvoir partager ça. Au point même que s'il n'y avait pas ça, je préférais en mourir que de ne pas faire ce projet. Tu vois, l'enjeu est tel pour moi, non pas un enjeu ni financier, ni quoi que ce soit. C'était vraiment de partager quelque chose qui m'était cher, à cœur ouvert pour moi avec mes amis. Donc, ce n'était pas un enjeu. Mais je me disais, si par manque de courage, si par peur de dépasser justement un certain nombre de peurs et de limites, ben, tu ne le fais pas, ben, tu vas le regretter toute ta vie. Donc bats-toi, continue, même si c'est dur, même si ça fait mal. Pour moi, réussir, c'est se relever une fois de plus que d'être tombé. Et on tombe 1000 fois dans des projets. Mais comme quand on a appris à marcher, on tombe 2000 fois en moyenne avant de commencer à marcher. Et on tombe de tout son poids. Et quand on se lance dans un projet, on se dit, ah non, mais moi, attends, si je tombe une fois, j'arrête tout, machin. Non, on va tomber plusieurs fois à chaque fois qu'on va se lancer dans quelque chose. Et ces plusieurs fois va faire qu'on va commencer à marcher. On va commencer, moi, plusieurs fois. D'ailleurs, j'ai écrit 14 fois Kilomètre Zéro avant de le présenter, enfin, tu vois, de l'imprimer. Donc, c'est un travail de titan. C'est un travail. Mais justement, parce que j'avais jamais écrit, ben, ça m'a demandé plus de travail. Quand j'ai écrit Respire, ça a été beaucoup plus rapide parce que j'avais beaucoup moins de peur. Déjà, j'avais déjà monté l'Everest, donc je pouvais aller un peu moins haut. Et d'ailleurs, je suis restée au niveau de la mer parce que ça se passe en Thaïlande. Mais tu vois, du coup, le sujet pour moi, c'était il n'y avait plus tous ces freins. Donc, plus tu fais quelque chose, plus tu t'entraînes, plus tu avances. Et il n'y a pas de cas où tu ne vas pas réussir. Si tant est que tu acceptes de te relever une fois de plus que tu tombes. Et dans n'importe quel projet, tu vas tomber, tu vas avoir des échecs. Mais si on met une connotation de jugement à l'échec, évidemment, on a un problème. Si on met juste aucune connotation, on se dit ben, c'est un échec. En fait, c'est juste une expérience qui me permet d'avancer un peu plus haut. Ben, naturellement, on se relève et voilà. Donc, ouais, je rebondis avec ça qui est que si c'est pas intrinsèque à soi, je le faisais pas pour être reconnu. J'avais la chance d'être reconnue en finance, la chance d'être reconnue donc je savais que tout ça était derrière moi, l'argent, la reconnaissance. Je le faisais pour des raisons simples qui étaient si une phrase, un mot peut faire du bien à une personne sur Terre, j'ai raison de me lever tous les matins très tôt pour écrire ce livre. Et ça a drivé les choses. Et là où je te rejoins, c'est que à la seconde où tu es aligné avec ça, bizarrement, tu sais pas du tout comment tu vas pouvoir gérer et amener ça, mais toutes les portes s'ouvrent à toi. Ouais. C'est-à-dire que là où tous les auteurs me disent, mais attends, mais t'as envoyé à combien d'éditeurs et ça, j'ai dit non, moi, les éditeurs sont venus me chercher. J'ai vendu 10 000 livres toute seule, ça n'existe pas. Bah, oui, mais tout s'est fait tout seul. Alors, je dis pas que pour l'écrire, c'est fait tout seul. Non, ça a été un parcours du combattant avec, comme je le disais, vraiment des moments de doute terribles. Mais une fois que je l'ai écrit, la machine était lancée. Et il s'est retrouvé dans le top 10 des ventes en un rien de temps parce que les gens se sont emparés du truc. Parce que justement, c'était un livre tellement à cœur ouvert et tellement ouvert et avec des clés qui servaient aux gens qu'à aucun moment je me suis dit, quand les journalistes me disent mais vous êtes étonné de ce succès, j'allais dire oui et non, parce que c'est plus de mon ressort, quoi. C'est pas grâce à moi. C'est oui, j'ai écrit ce livre et après, bah, c'est une co-création générale. Et puis, je crois aussi qu'on n'est jamais seul quand on crée. Je pense déjà qu'on est tous qu'un et qu'on a une grande vibration, mais qu'au-delà de tout, on est relié à cet univers dont on parlait tout à l'heure, qui est ce schéma où tout devient possible. Et il y a une co-création évidente avec quelque chose qui nous dépasse, parce que je n'ai pas le sentiment d'avoir écrit ce livre dans mon, tu vois, dans mon seul, non, je pense qu'il y a un truc au-delà de nous qui fait qu'à un moment, bah, tu partages qui tu es et tu es inspiré par quelque chose de plus grand. Donc la réussite de ce livre, je ne la prends pas pour moi, je la prends parce que déjà, bah, les gens l'ont porté, se sont connectés à leur cœur pour pouvoir le lire et pour pouvoir vibrer au même endroit que moi à ce moment-là, pour qu'il y ait eu ce succès-là. Et quand tu as Respire qui vient de sortir, qui est sorti en janvier, bah, oui, je pense que ça a été la suite de quelque chose qui m'a dépassée parce que justement, j'ai pu m'autoriser, grâce au lecteur, à pouvoir écrire à nouveau nu. Parce que le premier, je l'ai écrit pour mes amis, donc j'étais à nu. Mais à aucun moment, je me suis dit que ça allait arriver dans les mains de milliers de personnes que je ne connaissais pas. Sinon, je ne l'aurais peut-être pas écrit. J'aurais eu peur.
je me serais jamais mis à nu comme ça. Et au final, quand j'ai vu ce succès et j'ai vu les gens qui finalement avaient aimé cette authenticité d'être à nu, de partager des clés avec mes forces, mes faiblesses, et je me suis dit, ils m'ont autorisé à être moi-même en fait. Et le deuxième, d'ailleurs, autant le premier je l'ai écrit pour mes amis, autant le deuxième je l'ai écrit pour les lecteurs. Parce que, et dans la même énergie. Et c'est pour ça que le succès a été immédiat aussi. Parce qu'ils se sont emparés de cette authenticité en se disant, mais attends, si elle me dit ça, si elle a vécu ça, alors moi aussi je peux essayer. Et du coup, pour faire le lien avec ton second livre, ça veut dire quoi pour toi respirer? C'est quoi respire pour toi? Alors, il y a beaucoup de choses dans le mot respire, il y a énormément de choses. Le titre du livre, c'est Respire, le plan est toujours parfait. Je pense que c'est presque plus la deuxième partie qui explique la première. Le plan est toujours parfait, c'est-à-dire que l'univers œuvre pour toi et que quoi qu'il t'arrive, aussi dur que ce soit, quel que soit ton passé, et on a tous des boulets énormes dans notre passé, on peut le transformer en une force qui est qu'on vit exactement ce qu'on est en train de vivre et où on a vécu exactement ce qu'on a vécu pour être celles et ceux que nous sommes. Alors, respire, ça veut dire quoi? Ça veut dire lâche prise, respire. Le plan est toujours parfait, c'est au-delà de nous. Fais confiance. Ça veut dire fais confiance. C'est-à-dire que respire tranquillement, lâche prise complètement. C'est pas toi qui peux contrôler quelque chose de plus grand. Et justement, quand tu acceptes de descendre de ton piédestal, de ton ego qui croit tout contrôler et être le maître du monde, justement, quand tu descends de ton piédestal et que tu redeviens à ton humanité et ton humilité, qu'est-ce qui se passe? Le plan est exactement fait pour toi. Et tout est servi à ce moment-là sur un plateau, les portes s'ouvrent parce que justement, tu n'essaies pas de contrôler et d'étriquer le truc. Au contraire, tu lâches, tu respires, tu ouvres ton cœur et tu laisses faire des choses pour toi parce que déjà, tu te connectes à toi. Et encore une fois, mon chemin n'est que mon chemin. Et il est ni bon ni mauvais. Si quelqu'un essaie d'imiter mon chemin, il ne sera pas au bon endroit parce que c'est mon chemin. Par contre, il peut s'inspirer de choses que j'ai pu faire pour trouver son chemin, lui. Donc voilà, le vrai sujet, c'est ça, c'est de lâcher ce contrôle pour pouvoir justement se connecter à quelque chose de plus grand, à cet espace en nous où tout est possible. De s'en remettre à plus grand que soi, quoi. Finalement, c'est ce que tu as fait en écrivant ce premier roman, quoi. Oui, c'est ça, c'est s'en remettre à quelque chose. Et en fait, notre commande est toujours servie. Il suffit simplement de soi-même de passer commande et de se dire, voilà, je suis prête. Tu vois, j'étais à ce moment-là de ma vie où je me dis, voilà, j'ai appris différentes choses. J'ai envie de partager qui je suis et j'ai aucune idée de comment je peux le faire. Donc, voilà, je passe commande de quelque chose d'inspirant. Donc, vas-y, dis-moi. Et voilà, et naturellement, les choses arrivent à toi. Après, il ne faut pas les rejeter. Il ne faut pas se dire, et c'est normal, hein, notre ego dit, ah, non, mais ça, je ne vais pas y arriver, donne-moi une autre idée. Et moi-même, j'ai eu cette réaction-là. Et du coup, pour se connecter à ça, pour toi, ça passe par le silence intérieur? Tu disais que toi, notamment, c'est par la méditation? Alors, ce mot fait toujours peur à des gens qui n'ont jamais médité. C'est pour ça que je fais très attention quand je parle de méditation. Ça va leur parler. Hein. Ok, donc si les gens méditent, pour moi, c'est évidemment le silence, parce que c'est dans le silence que les pensées s'apaisent. Dans la connexion à soi, à son corps, simplement de revenir à soi, que naturellement les choses s'apaisent. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup de temps, mais je crois qu'il faut être le plus possible en conscience de ce qu'on fait toute la journée, parce que c'est pas le matin, une demi-heure, 1 heure ou 5 minutes où tu médites que les choses arrivent, c'est toute la journée. C'est en ayant l'esprit complètement ouvert. Tu vas te balader dans la rue, un peu moins facile en ce moment, mais tu vas te balader dans la rue. Avec ton attestation. Avec ton attestation. Et enfin, moi, je le fais tôt le matin parce que j'ai besoin de sortir un peu, mais je le fais tôt le matin et tu vois, tu es alerte aux oiseaux qui chantent, aux arbres qui ont fleuri pendant 6 semaines. Moi, je les avais jamais vus, les arbres de ma rue, tu vois. Et le simple fait de prendre un temps et d'observer, tu t'aperçois qu'il y a plein de messages. T'en croisant un peu plus loin qu'un t-shirt et il y a marqué souriez, et puis d'un coup tu es en train de te rendre compte que tu es dans tes pensées. Tiens, pourquoi je sourirais pas là tout de suite? Tu vois, c'est lui qui a raison, et pourtant je l'ai juste croisé à 50 mètres, tu vois. Et en fait, tous les signes t'amènent à d'autres signes et tu pourrais passer ta journée à écouter que les signes qui se passent. Et déjà, tu t'aperçois que tu peux te conduire à 10 km plus loin d'où tu étais ou d'où tu partais de ta pensée. Donc, c'est ça qui est fabuleux. Oui, pour moi, la méditation, c'est même pas une
l'activité de la journée, c'est un besoin vital. Il y a des gens qui vont courir, moi, j'ai un besoin vital que de me poser de temps en temps, poser mes pensées, poser tout ce qu'il y a, les 1000 projets qu'il y a dans ma tête, et puis d'écouter. Oui, et d'un coup, ton cœur sait. Et ton cœur sait. C'est-à-dire que c'est au-delà de tout, ton cœur sait. Et quand tu as cette intuition qui vient de ton cœur, qui vient d'ailleurs, peu importe d'où ça vient d'ailleurs, ben à ce moment-là, tu sais. C'est-à-dire que tu peux le réfuter, mais comme tu le disais tout à l'heure, pendant plusieurs années, tu savais que tu voulais devenir auto-entrepreneuse. C'était pas le moment, tu avais tes peurs, tu avais machin. Mais quand même, ça revenait 1000 fois dans ta vie. Jusqu'au moment où ça y est, tu te lances. Mais ça s'est pas fait, comme tu disais tout à l'heure, sur un coup de tête il y a des gens, ils vont direct dans le truc, puis ils vont au poteau. Non, ça s'est pas fait en disant, bon, après tout, tiens, ce matin, je me suis levée, je vais être entrepreneuse, et puis, génial, super idée, je me lance et j'y vais. Non. Moi, quand j'ai eu cette intuition du livre, il a fallu plusieurs semaines avant que j'intègre le truc, en me disant, mais non, attends, je vais écrire un livre, oh là là, quelle galère, dans quoi je me lance. Puis, hop, une autre personne qui m'en parle, et puis un autre. Et puis, toute cette synchronicité qui faisait que, bah oui, il faut que j'écrive un livre, quoi. C'est une évidence. Il s'est passé tout un parcours pour arriver à ça. Mais tu vois, le truc, c'est pas fait du jour au lendemain, je me lève, j'ai une intuition, je la suis, et puis bon. Tu vois, c'est bizarre qu'il se passe tout un processus quand même qui fait que tu sais que tu es au bon endroit. Oui, et puis tout à l'heure, tu parlais de toutes les synchronicités qui viennent te confirmer. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'habite à Marseille et ça n'a pas été mon choix, à moi personnel, à moi, la petite Maïlane. Ça a été vraiment, j'ai été guidée, mais des synchronicités de fou, c'est-à-dire au point que moi, donc ça fait 1 an que je suis là et j'ai téléchargé une application, donc j'ai téléchargé Le Bon Coin et PAP. Et où j'avais mis critères de recherche, Île-de-France, T2, rechercher. 2 applications. Je fais rechercher, première annonce qui sort, Marseille. Mais c'est fou, quoi. Alors, au début, je vois Le Bon Coin, je me dis, attends, j'ai dû me tromper. Et là, je fais, non, j'ai dû me tromper. Donc, je regarde, je dis, bah, non, les 2 autres annonces, c'est bien Paris. Pourquoi il me sort Marseille? Et ce n'était pas une pub, c'était une vraie annonce. Et je me dis, bon, je ne sais pas, il doit y avoir une erreur. Une semaine plus tard, j'étais toujours aussi frustrée, tu vois, je ne trouvais pas d'appartement, puis bon, en plus j'étais en pleine séparation, tout ça. Et donc du coup, je me suis dit, bon, je vais regarder sur PAP. PAP, Île-de-France, en plus j'ai mis 92, 94, éventuellement 78. C'est large, mais voilà. Mais Île-de-France, dans tous les départements d'Île-de-France. T2, rechercher, Marseille. Qui me parle, mais un truc de fou. Et après, ça n'a pas arrêté. Et tu n'avais pas prévu de partir dans le sud à ce moment-là? Non, mais non. Et du coup, alors au début, je me dis, bon, c'est une erreur. Ah, c'est C'est mieux? Oui, et donc du coup, ça y est. Et du coup, donc voilà, 1 fois, 2 fois, j'interviewe Xavier Perron, que tu connais, sur la sagesse Versailles, il vient chez moi et tout. Et je lui achète son livre, le dernier. La déesse. Voilà, on ne presse pas la déesse en lui donnant un coup de coude. Puis je lui achète, j'ouvre une page au hasard, chapitre 8, Vélodrome de Marseille. Ah ouais. Et tu connaissais rien de Marseille? Non, j'ai juste, voilà, non, mais non. J'y étais allée, alors le seul truc, c'est que j'y étais allée, donc il y a 2 ans, j'avais besoin de me faire une petite retraite avec moi-même et j'avais loué une petite chambre d'hôte 4 jours où je m'étais fait des randonnées dans les calanques de Marseille. Mais jamais de la vie, je me serais projetée à vivre ici, tu vois. Et je vais dans le métro, j'entends juste une conversation, donc enfin une phrase entre 2 jeunes qui parlent. Paris-Marseille, c'est chaud. Et dans ma tête, je me dis, bah oui, c'est chaud, qu'est-ce que tu voulais que j'aille foutre à Marseille? C'est chaud, ouais. Et ça n'était que ça. Je voyais du Marseille partout. Et là, je me suis dit, au bout d'un moment, je vais arrêter de mettre les œillères, de faire l'autruche. Je vais aller voir ce qui m'appelle à Marseille. Okay. Mais c'était vraiment la vie qui me disait, c'est là que tu dois être. Mais moi, toute seule, jamais j'aurais pris la décision de venir ici. Mais là, c'était tellement énorme. Et là où je me suis dit, ok, je m'en remets à plus grand que moi. Je ne comprends pas pourquoi. Bon, voilà, j'ai une petite idée quand même, mais je ne comprends pas pourquoi. En tout cas, mon mental ne comprenait pas. Mais je me suis dit, je veux dire, là, ils sont trop forts. Là, c'est trop fort. Et je vois bien qu'à Paris, les portes se fermaient. Il y a tout un truc qui n'allait pas dans les appartements que je visitais. J'étais frustrée. Je me disais, c'est cher, tout ça.
Et puis, et pareil, c'est ce moment-là que je décrivais tout à l'heure, où il y a un truc en moi qui me disait, fais confiance. Ton petit toi, tu ne sais pas pourquoi tu dois le faire, mais fais-le. Fais-le. Et Et tu c'est ça qui comprendras, voilà. Et voilà. Et du coup, mais ça a été un gros saut dans le vide où là, c'est vraiment un acte de foi envers la vie, quoi. Et ce truc cette certitude de, je ne sais pas pourquoi je dois le faire, mais je sens que je dois le faire. Et comme quand j'ai demandé ma démission, où il y avait ce truc qui disait, mais t'es complètement barge. Alors bien, j'avais préparé le terrain avant, hein, j'ai pas tout lâché du jour Bien au lendemain sûr, non plus, bien hein. sûr, bien sûr. J'ai Bien sûr, préparé le terrain. mais justement, tu sentais qu'au fond de toi, quand tu l'as connecté, c'était là, quoi. Après, il n'y avait plus même s'il y a des peurs, même s'il y a des doutes, même si tout s'enchaîne autour de ça, et ça n'empêche que toutes les portes s'ouvrent vers ça. Donc, je suis absolument d'accord avec toi. Je crois pas c'est ça dans l'esprit de fais un peu confiance. Il se passe un truc pour toi. Si tu lâches ça, hein, si tu acceptes de lâcher un peu la côte des yeux, tu vas te rendre compte qu'il y a des océans qui s'ouvrent à toi. Vraiment, si tu acceptes de lâcher ce que tu connais, naturellement, tu vas t'enfoncer vers quelque chose qui a du sens pour toi. Mais ça demande cet appel à la responsabilité. Ça demande aussi d'accepter simplement nos doutes et nos peurs. Et en les acceptant, ce qui est juste logique quand on ne connaît pas, on peut avancer. Donc, et je suis sûre que d'ailleurs, tu es très heureuse à Marseille. Ah oui, j'ai zéro regret. C'est pour ça que je me disais, voilà, je suis les signes. Et c'est là où, d'ailleurs, j'avais demandé moi aussi de l'aide parce que en tout cas, moi, alors, c'est là où la différence aussi à faire des demandes à l'univers. Moi, j'avais dit, aidez-moi à trouver un appartement à Paris. Et du coup, tu vois, comme tu disais, de pas regarder que la côte, parce que la voie, elle est là. Et moi, c'est ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne. Souvent, nous, on s'enferme en disant, je vais aller là. Mais non, en fait, la vie, enfin, elle veut t'amener là. Mais nous, on est comme, non, mais moi, je vais aller là. Et Oui, donc, bien moi, sûr. je trouvais un appartement à Paris. Et du coup, non, c'est aussi de faire confiance, comme tu disais, que tout est juste et que le grand plan, hein, comme tu l'appelles, a un autre plan pour nous. Et des fois, c'est de faire confiance de se laisser porter, en fait. Ah ouais, et je pense que voilà, à partir du moment où tu sais ce que toi tu veux, tu vois, moi je ne savais pas exactement comment j'allais faire les choses, mais je savais une chose, c'est que j'avais juste envie de partager ce que j'avais compris, ce qui m'aidait, et de pouvoir l'offrir aux autres. Et voilà, les choses se passent naturellement. Tu n'as pas besoin d'avoir un projet précis. Mais par C'est contre, ça. je savais que c'est cette direction-là que je voulais prendre, parce que c'est ça qui avait du sens. Donc voilà, donnez-moi des idées, s'il y a des choses. Et puis voilà, ta commande était passée de donnez-moi des idées et je sais ce que je veux. Et voilà, l'intuition arrive et soit tu la réfutes en disant non, mais attends, c'est pas ça. Bon, finalement, je vais aller aux Bahamas me faire griller sur une plage parce que c'est plutôt ça que je veux. Très bien, tu peux changer d'idée à n'importe quel moment. Mais quand tu sais, ça t'est servi. En fait, le gros problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils ne veulent pas donner de direction à leur vie. Et bien souvent, d'ailleurs, si tu leur disais, tiens, si je te donne une baguette magique, qu'est-ce que tu voudrais? Qu'est-ce que tu ferais? Ah je gagnerais des millions, etc. Oui, ok, mais tu ferais quoi avec? Là, il n'y a plus personne. Parce que bien souvent, les gens ne réfléchissent pas à ce qu'ils veulent faire vraiment de leur vie. Ils ne savent pas eux-mêmes ce qui les fait vibrer. Donc, ça commence par là, que d'apprendre à se connaître et d'apprendre à s'ouvrir vers quelque chose qui nous est cher et prendre la responsabilité, parce que c'est aussi prendre la responsabilité de notre vie. Prendre la télécommande de notre vie plutôt que de la déléguer en disant non, mais de toute façon, moi, j'ai les crédits, j'ai les enfants, donc tu comprends, moi, je ne peux pas tout quitter. En fait, on peut tout faire tout le temps à partir du moment où on prend la responsabilité de ça. Ça demande un peu de courage et je crois que le bonheur, le chemin du bonheur, qui est le sous-titre d'ailleurs de Kevin Zero, c'est vraiment ça demande toujours beaucoup de courage, mais de la même façon que d'avoir un corps sculpté comme le voisin qui a les plaquettes de chocolat et non pas dans le ventre, mais vraiment dessiné sur son ventre, on sait très bien que lui, il mange pas du chocolat devant la télé toute la journée ou des chips toute la journée. Non, lui, forcément, pour avoir un corps sculpté comme ça, il fait forcément 2 ou 3 heures de sport tous les jours avec des exercices qu'on connaît tous, de faire des pompes, de faire des abdos, on pourrait tous le faire, sauf qu'on ne choisit pas de le faire parce que ce n'est pas notre chemin, peut-être, ce n'est pas notre envie profonde, mais que n'importe qui pourrait le faire si tant est qu'il ferait des efforts. Le bonheur, c'est pareil, c'est toujours prendre du temps de faire attention à nos pensées, qui tournent toujours en boucle autour des mêmes sujets, ou de la critique de l'autre, ou du jugement de l'autre. Donc, c'est faire attention à ça pour
redessiner, refondre notre cerveau à d'autres modes de pensée pour aller vers quelque chose qui nous convient davantage. Mais ça demande des efforts quotidiens, ça demande des efforts de chaque seconde. C'est aussi ça pour moi la méditation, que des fois de se mettre un peu en position méta, on dit, c'est-à-dire être un peu observateur de sa vie pour se rendre compte que finalement, quand on observe qui l'on est, quand on observe nos agissements, quand on observe nos gestes, notre façon de parler, notre façon de juger, etc., si on se met un peu en position de méta, on peut naturellement se dire « Ah, attends, je ne suis peut-être pas tout à fait au bon endroit ». Et bien c'est ça, cette attention, cette méditation qui est que de revenir en connexion avec l'autre, en connexion avec soi, avec ce qu'on fait, plutôt que de partir tout le temps avec des pensées. Bon, alors hier, il m'a dit ci, donc s'il m'a dit ça, c'est peut-être que ceci. Et puis demain, et puis finalement, on n'est plus dans cet instant-là. Si je suis avec toi et que je suis en train de penser à ce que je vais faire ce soir et machin, je ne peux plus être connectée à quelque chose qui est plus grand que moi, qui va faire que mes réponses vont être en phase avec ce que je ressens vraiment, plutôt que d'être ailleurs à faire autre chose. Mais c'est vrai quand tu épluches des carottes, c'est vrai quand tu parles à quelqu'un, c'est vrai quand tu te concentres sur un projet. Il n'y a pas un artiste d'ailleurs, j'en parle souvent avec des peintres, avec des musiciens, etc. Il n'y a pas un artiste qui peut créer son art s'il n'est pas ici dans cet instant-là. Si tu es ailleurs, et c'est 99% de notre temps, on est connecté ailleurs, soit dans le passé, soit dans le futur, sachant que le passé n'existera plus, le futur n'existera jamais par définition, et le seul instant qui compte, c'est cet instant présent. Et donc l'addition de ces instants présents fait notre vie. Donc si on n'est pas connecté à ça, on est tout le temps dans un autre endroit, on n'est pas dans notre vie, on est soit dans notre passé, soit dans notre futur, et on se crée un univers qui est plus au bon endroit. Donc oui, c'est un apprentissage, et ça demande vraiment de l'attention. Ouais, et du courage, comme tu disais, moi j'aime bien le titre, je le cite beaucoup, de Thomas Tanzenbourg, qui dit le bonheur n'est pas nécessairement confortable. Et je suis tellement d'accord. Le bonheur demande du courage. Exactement, c'est de la même façon que tu veux te muscler, de la même façon. Ça demande du courage, ça demande de la répétition, ça demande de l'entraînement. Et ça ne vient pas en une journée. Et ce n'est pas grave que ça ne vienne pas en une journée. Parce qu'à chaque fois qu'on s'entraîne à nouveau, et ben on progresse d'un millimètre à chaque fois et ça suffit. Ça suffit pour se sentir de mieux en mieux, pour connecter l'intuition. On ne va pas connecter l'intuition, on l'a déjà, mais on ne va pas la suivre dans un premier temps. On aura toujours des doutes, on aura toujours des peurs. Et plus on va la connecter, d'ailleurs, c'est ce que je dis autour de l'intuition, c'est connectez-la, notez vos intuitions, ne les suivez surtout pas, non, malheureux. Notez-les et puis laissez faire les choses. Et puis, plusieurs fois, en les notant, on va se dire « Ah putain, j'aurais dû la suivre, évidemment, c'est ça, tu vois, regarde, je l'avais noté, regarde, je l'ai mis dans mon cadre. » Et puis, à force, 9 fois et demi, 10 fois sur 10, vous allez dire « J'aurais dû la suivre. » Et il y a un moment où vous vous mettez à la suivre parce que vous savez que c'est ça qui a du sens. Et du coup, on sait à ce moment-là. Ouais. Et pour toi, tu dirais que le but d'écouter son intuition, comme tu disais au début, c'est de trouver sa place, être sur son chemin? Si tant est que on a envie de vivre en connexion avec soi, c'est-à-dire en joie avec soi, en connexion avec les autres et de trouver ce chemin du bonheur. Moi, je ne dis pas que le bonheur est un but. Les gens qui seraient capables de dire, d'ailleurs, il y a des sondages comme ça, globalement, il y a 80% des gens qui ont envie d'être heureux, ou 85%, je crois que c'est une étude d'INRES qui disait 85% des gens ont envie d'être heureux et seulement une personne sur 5 l'est. Alors déjà, 85%, ça veut dire qu'il y a 15% de gens qui n'ont pas forcément envie d'être heureux. Bon, là, ça me dépasse, mais ça veut dire que, voilà, donc, si tu veux, d'ailleurs, quand on parle du bonheur, il y a des gens, ah, mais lâchez-nous avec le bonheur, etc. Mais ils n'ont pas peur s'ils n'ont pas envie. Enfin, tu vois, ça demande d'avoir vraiment l'envie d'être heureux. Tu fais du coaching, tu le sais bien. Moi, la première chose que je dis quand je coach des gens, c'est je vérifie qu'ils ont vraiment envie de ça. Parce que tu peux avoir envie de ça, mais j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais je suis plus prête à souffrir. On a un problème. On n'est pas prêt à payer le prix, en fait. Voilà, tu vois, le truc, c'est que donc être heureux, si tant est que c'est un objectif, oui, j'ai envie de dire pour répondre à ta question, si tant est que le bonheur est un objectif, alors oui, ça demande du courage, oui, ça demande, c'est pas si simple. En revanche, connecter la joie, en tout cas moi c'est mon objectif, c'est pas le bonheur, c'est un état d'esprit, c'est une philosophie de vie, et c'est pas parce qu'on va vers cette philosophie de vie qu'on est toujours heureux. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des émotions, il y a plein de choses qui font que. Mais par contre, tendre vers le bonheur, pour moi, c'est connecter ces moments de joie profonde plusieurs fois dans la journée. Oui, ça, c'est mon objectif permanent que de connecter cette joie et de pouvoir la partager.
qui n'est lié qu'à une seule chose, hein, c'est connecter l'amour. Et quand je parle d'amour, c'est avec un grand A, non pas d'une personne en particulier, mais plutôt des relations d'amour qu'on peut avoir avec les gens. Et on peut avoir des relations d'amour avec la planète entière et bien au-delà de nous, puisque le sujet central pour moi, c'est quand même le fait qu'on soit qu'un. Super. Merci beaucoup, Maude. Est-ce que tu as envie de rajouter une dernière chose pour les personnes qui nous écoutent? Un message qui serait important pour toi? Ouais, un message qui est très important pour moi, c'est que quel que soit l'endroit dont on vient, quel que soit l'endroit, quel que soit notre passé, quelles que soient nos expériences, quel que soit ce qu'on peut appeler des échecs, etc., et nos réussites aussi, j'ai envie de dire à chacun, si vous êtes là sur Terre, c'est que vous avez votre pierre à l'édifice à apporter, donc ne privez pas plus longtemps l'humanité de ce que vous êtes. Ce ne sera pas toujours facile, mais ne privez pas plus longtemps l'humanité de ce que vous êtes parce que l'humanité a besoin de vous. Donc je crois que c'est votre devoir pour nous tous d'offrir le meilleur de ce que l'on est et ouais, lancez-vous. Quoi que vous fassiez, lancez-vous parce que je crois que c'est ça, on ne peut pas se tromper. On peut tomber, mais bon, on a appris à marcher, on est tombé 2000 fois de tout son poids. Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire? Rien de pire. Donc lancez-vous, vraiment, vraiment, vraiment. Tout est possible, je crois. Je te rejoins beaucoup. Merci beaucoup, Maude. Merci. Non, c'est moi qui te remercie de me permettre ça et de pouvoir me permettre d'exprimer qui je suis et puis de pouvoir le partager. Je suis très touchée. Merci vraiment. Écoute, merci. En tout cas, je te souhaite vraiment beaucoup de succès pour ton dernier roman Respire. Et puis, en te souhaitant plein de bonnes choses sur ton chemin. En tout cas, merci à toi. Vraiment, je te souhaite le meilleur aussi. Et à très bientôt dans ce déconfinement. On aura l'occasion de se parler de vive voix, évidemment. Et merci vraiment, Maëlle. Ça fait vraiment plaisir.